Celui qui ose descendre dans les ténèbres découvre que la lumière y habite aussi. Carl Jung. Vous n'êtes pas préparé à ce que vous allez entendre, et pourtant, une part de vous sait que vous devez écouter. C'est comme si une porte était restée entr'ouverte dans votre esprit, et qu'il suffisait d'un souffle pour qu'elle s'ouvre brusquement. Ce qui se révèle derrière n'est pas seulement un savoir, c'est une révélation, c'est ce qui sépare la vie d'avant de la vie d'après. Carl Jung disait que rien n'est plus effrayant que de regarder en soi, car on y trouve non seulement lumière et réconfort, mais aussi des abîmes que nous n'osons nommer. Pourtant, si nous fermons les yeux sur ces abîmes, ils ne disparaissent pas. Ils restent là, grandissant silencieusement, façonnant nos actions, nos choix et même nos échecs. En vérité, nous vivons entourés de masques. Du réveil à l'endormissement, nous jouons des rôles, incarnons des personnages hérités de la famille, de la société et de la culture. C'est comme si nous étions convoqués pour jouer dans un théâtre dont nous ignorons les règles, mais dont la pièce a été écrite bien avant notre naissance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous agissez comme vous le faites? Pourquoi répétez-vous des schémas que vous aviez juré d'abandonner? Pourquoi dites-vous si souvent oui alors que vous avez envie de crier non? Jung appelait cette image publique la persona. C'est l'image que nous projetons pour être accepté, paraître digne de confiance, respectable et équilibré. Mais la persona n'est qu'une surface, et plus on s'y identifie, plus on oublie ce qui se cache en dessous. Et en dessous, inévitablement, se trouve l'ombre. L'ombre est le dépositaire de tout ce que vous avez nié. Désirs interdits, faiblesses cachées, colère contenue, mots jamais prononcés. Chaque fois que vous feignez de ne rien ressentir, chaque fois que vous réprimez une impulsion, chaque fois que vous avalez difficilement, vous nourrissez l'ombre. Elle grandit comme un animal affamé dans les cavernes de la psyché, attendant son heure pour se manifester. Et lorsqu'elle se manifeste, elle demande rarement la permission. Elle s'impose par des accès de rage, des compulsions, des peurs inexplicables, des décisions dont on jure plus tard ignorer les raisons. L'ombre est le partenaire invisible de chacun de nos pas, et tant que nous ne l'admettons pas, nous ne sommes que les marionnettes de forces que nous prétendons inexistantes. La société nous a appris à craindre l'ombre. On nous a appris qu'admettre nos côtés sombres est un signe de faiblesse, de péché, de danger. Mais Jung insistait, l'ombre n'est pas seulement ténèbres, elle protège aussi notre vitalité, notre créativité, notre courage. C'est comme si une partie de ce qui pourrait nous rendre entiers était enfermée dans un sous-sol. Imaginez vivre dans une maison lumineuse, mais avec une porte close où vous savez que quelque chose se cache. Vous évitez de regarder, de toucher, mais vous sentez les bruits qui en proviennent. Voilà ce qui nous arrive. Nous vivons dans des pièces bien décorées, souriant aux autres, tandis que le fond de notre âme tremble. Et plus nous nions l'ombre, plus elle trouve le moyen de s'infiltrer. Peut-être dans des rêves perturbants, peut-être dans des erreurs de comportement, peut-être chez les personnes dont nous nous plaignons le plus, car ce que nous détestons le plus chez les autres est presque toujours le reflet de ce que nous nions en nous-mêmes. Avez-vous déjà remarqué comment tout ce que vous refoulez gagne en force? Le secret que vous tentez de cacher devient de plus en plus lourd. L'émotion que vous étouffez revient double. L'ombre est cette accumulation, ce courant sous-jacent qui court pendant que vous prétendez que tout est sous contrôle. Mais ce n'est pas le cas. Votre vie est peut-être une mise en scène soigneusement construite, mais votre inconscient connaît la vérité. Il sait où vous vous mentez à vous-même, où vous faites semblant, où vous trahissez votre essence même. Et tôt ou tard, cela finit par vous coûter cher. C'est pourquoi tant de gens vivent des crises apparemment inexplicables. C'est pourquoi ils se noient dans les addictions, sabotent leurs relations et répètent leurs erreurs. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin. C'est l'ombre qui réclame votre attention. Jung disait qu'il n'y a pas d'individuation sans confrontation avec l'ombre. Le processus d'individuation, devenir qui vous êtes vraiment, exige que vous regardiez cette face cachée, que vous la nommiez, que vous en acceptiez l'existence. Mais qui est prêt à faire cela? Qui risque de descendre au sous-sol sans garantie? Vous? Êtes-vous prêt à regarder dans les yeux ce que vous avez passé votre vie à essayer d'oublier? Pensez, combien de fois avez-vous souri en réunion, alors que vous ressentiez intérieurement de la rage? Combien de fois êtes-vous resté silencieux pour maintenir la paix, alors que votre âme implorait justice? Combien de fois avez-vous dit que vous alliez bien, alors qu'en réalité vous étiez au bord de l'effondrement? Tout cela se répercute sur l'ombre. Elle est là, patiente, attendant. Et là, une question troublante se pose. Et si ce que vous craignez le plus chez vous était la clé de votre force? Et si ce que vous appelez faiblesse était la porte d'entrée de votre véritable pouvoir? Souvenez-vous, l'ombre n'est pas seulement ce que vous méprisez, c'est aussi ce que vous n'avez pas osé expérimenter. Ce pourrait être le talent que vous n'avez pas exploré par peur de l'échec. Ce pourrait être le courage que vous n'avez jamais mis à l'épreuve par peur de commettre une erreur. Ce pourrait être l'intensité que vous avez toujours évitée pour ne pas effrayer les autres. L'ombre est aussi leur enfoui dans la terre obscure. La psychologie analytique n'est pas une invitation à la complaisance. Il ne s'agit pas de justifier un comportement néfaste en disant « c'est mon ombre ». Il s'agit d'assumer ses responsabilités. Lorsque vous reconnaissez l'ombre, elle cesse de vous contrôler dans votre dos. Lorsque vous la nommez, elle perd une partie de son pouvoir destructeur et peut être intégrée de manière créative. C'est ainsi que naissent les vrais leaders,
les artistes authentiques, ceux qui transforment la douleur en action, la colère en juste combat, la peur en prudence. Intégrer l'ombre, c'est apprivoiser le dragon sans lui ôter son feu. Mais soyons clairs, c'est un chemin dangereux. Quiconque entre en contact avec l'ombre ressent de la peur. Ce n'est pas un exercice intellectuel froid, c'est viscéral. Vous pourriez découvrir qu'en vous réside un désir de pouvoir que vous avez toujours nié. Vous pourriez rencontrer de l'envie, de l'arrogance, de la cruauté. Vous pourriez réaliser que, dans certaines circonstances, vous seriez capable de choses que vous croyiez inconcevables. Et c'est là que beaucoup reculent. Mais Jung nous a rappelé que le plus grand danger est de ne pas voir l'ombre, c'est de ne jamais la voir. Celui qui ignore son ombre pense qu'elle n'est que bonté et lumière. Mais sa bonté se transforme en naïveté, sa lumière en aveuglement, et les autres le manipulent facilement. Celui qui affronte son ombre découvre ses limites, apprend à dire non et reconnaît sa vulnérabilité sans en avoir honte. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes que vous admirez sincèrement ont traversé cette épreuve? Pensez à des figures qui inspirent le respect non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont authentiques. Elles connaissent leurs limites, ne les cachent pas, mais ne se laissent pas définir par elles. C'est l'intégration de l'ombre en action. C'est la puissance sans masque. C'est une présence authentique. Le monde ne veut pas que vous le sachiez. Il préfère vous faire croire qu'être bon signifie être docile, qu'être respecté signifie ne jamais s'inquiéter, qu'être aimé signifie toujours céder. Mais c'est un mensonge. La gentillesse sans force est une faiblesse. Le respect sans authenticité est une illusion. L'amour sans vérité est une dépendance. L'ombre exige que vous vous débarrassiez de ces illusions et que vous trouviez votre plénitude. Et c'est là qu'une autre question se pose. Si nous avons tous une ombre, pourquoi tant de personnes restent-elles aveugles à son existence? Car l'ombre n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Jung parlait de l'inconscient collectif, le réservoir d'images et d'expériences héritées de toute l'humanité. Les mêmes symboles que ceux des mythes anciens émergent dans nos rêves. Le héros, le méchant, la mère, le sage, le filou. Tous ces archétypes sont des formes qui nous habitent et émergent dans notre psyché sans que nous en ayons conscience. L'ombre collective est formée par les répressions de toute une société, et pas seulement d'un individu. Et lorsque l'ombre collective explose, nous voyons apparaître des guerres, des persécutions, du fanatisme. Le mal que nous refusons d'admettre et projeté sur les autres sont alors perçus comme des ennemis à détruire. Pensez au nombre de groupes persécutés au cours de l'histoire pour avoir représenté ce qu'une culture refusait de reconnaître en elle-même. L'ombre se projette, et l'autre devient un bouc émissaire. Cela se produit à grande échelle, mais aussi dans la vie quotidienne. Le collègue que vous méprisez peut incarner en vous quelque chose que vous ne pouvez accepter. Le partenaire qui vous irrite le plus peut refléter vos propres peurs. L'ombre ne vit pas seulement en vous, elle se reflète dans chacune de vos relations. Maintenant, répondez honnêtement. Combien de fois avez-vous condamné chez les autres ce que vous craignez secrètement en vous-même? Combien de fois avez-vous critiqué, sans savoir que vous parliez de vous-même? Combien de fois avez-vous pointé du doigt pour masquer votre propre blessure? C'est ainsi que fonctionne l'ombre. Elle nous fait croire que le problème est extérieur, alors qu'en réalité, il palpite en nous. Jung disait que le véritable courage ne consiste pas à affronter le monde extérieur, mais à franchir les portes intérieures. On peut obtenir des titres, accumuler des richesses, être reconnu, mais si l'on n'affronte pas son ombre, on reste prisonnier. Car tout ce qui n'est pas intégré revient comme une fatalité. Un mariage qui échoue, une carrière qui s'effondre, une santé défaillante. Tout cela peut être l'expression symbolique d'un inconscient qui réclame notre attention. La vie s'exprime par des symptômes, des crises, des accidents. Si l'on n'écoute pas les murmures de l'ombre, on entend ces cris. Mais pourquoi entreprendre ce voyage maintenant? Parce qu'il est désormais impossible de l'ignorer. Regardez autour de vous. Nous vivons une époque où les masques tombent facilement, où les illusions s'effondrent, où des vérités dérangeantes frappent à la porte. Si vous n'avez pas le courage d'affronter votre ombre, vous serez englouti par l'ombre collective. Mais si vous osez vous y plonger, vous découvrirez non seulement vos démons, mais aussi vos dons. Imaginez-vous devant un miroir. Pas celui de la salle de bain, mais un miroir profond, archétypique, qui révèle non seulement votre apparence, mais aussi vos profondeurs. Oseriez-vous regarder? Pourriez-vous supporter de voir ce que ce miroir révèle? Et, surtout, que feriez-vous de cette connaissance? Car l'ombre n'exige pas seulement la reconnaissance, elle exige l'action. Intégrer l'ombre, c'est transformer la douleur en conscience, l'impulsion en énergie créatrice, la peur en force protectrice. Vous pourriez vous demander, et si je n'y parvenais pas? C'est la question que se pose tout individu approchant la frontière. Et Jung répondrait, nul besoin de détruire son ombre, nul besoin de la vaincre, il faut dialoguer avec elle. Il faut apprendre à vivre avec elle, à reconnaître quand elle parle, à lui donner un espace symbolique afin qu'elle ne s'impose pas de manière destructrice. C'est ce que faisaient les rituels anciens. Ils façonnaient l'ombre, la mettaient en scène, lui donnaient une voix. Notre société a perdu ses rituels, et l'ombre trouve alors d'autres exutoires. Mais vous pouvez créer vos propres rituels de conscience. Vous pouvez écrire, vous pouvez rêver, vous pouvez parler. L'important est qu'elle ne soit pas niée.
Et si vous acceptez cette invitation, si vous osez sonder les profondeurs de votre psyché, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Vous découvrirez que l'ombre n'est pas seulement ténèbres, mais aussi le foyer de la lumière. Car c'est là que se trouvent les graines de ce que vous pouvez encore devenir. C'est là que réside l'énergie capable de transformer votre vie. C'est là que réside la puissance qui n'est pas illusoire, qui ne dépend pas d'approbation extérieure, mais qui naît de l'intérieur. Maintenant, je vous le demande, êtes-vous prêt à ouvrir cette porte? Car la prochaine étape est inévitable. Une fois l'ombre reconnue, vous commencez à réaliser que vous n'agissez pas seul. Il existe en vous des forces plus anciennes que votre histoire personnelle. Il y a des images qui appartiennent non seulement à votre vie, mais à celle de toute l'humanité. Ce sont les archétypes. Ils façonnent nos désirs, nos peurs, nos récits. Et lorsqu'ils s'éveillent, ils émeuvent les multitudes. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi la raison ne triomphe jamais de l'émotion? Êtes-vous prêt à explorer l'inconscient collectif et les archétypes qui nous guident depuis des temps immémoriaux? Alors, préparez-vous, car la porte qui s'ouvre maintenant ne mène pas seulement à votre cave personnelle, mais au temple ancestral de l'humanité tout entière. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des décisions que vous avez prises dans la vie ne découlaient pas de calculs rationnels, mais d'une impulsion intérieure, souvent sans explication? Pensez aux fois où vous avez choisi une relation, un emploi ou un déménagement. Vous avez peut-être dressé des listes d'avantages et d'inconvénients, vous en avez peut-être parlé à vos amis, mais au final, ce qui comptait, ce n'était pas l'argument logique, mais un sentiment, une force invisible qui vous poussait dans une certaine direction. Cette force, c'est l'inconscient, et Jung savait qu'elle influence les êtres humains bien plus que leur raison ne le permet. Nous ne sommes pas des machines à raisonner. Nous sommes des êtres imprégnés de symboles, d'images et d'émotions qui appartiennent non seulement à nous, mais à toute l'humanité. Jung appelait ce territoire l'inconscient collectif. L'inconscient collectif n'est pas une simple théorie lointaine. Il se manifeste chaque jour sous la forme de rêves, d'impulsions et de peurs dont l'origine semble incertaine. Rêver de tomber ne met pas seulement en jeu son histoire personnelle. C'est un symbole ancestral de perte de contrôle, vécu par d'innombrables générations. Rêver d'être nu en public ne reflète pas seulement sa honte personnelle. C'est l'archétype de l'exposition et de la vulnérabilité qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. L'inconscient collectif est la bibliothèque invisible dans laquelle chaque être humain puise sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi des symboles universels apparaissent dans des cultures séparées par des océans et des siècles. La mer qui nourrit, le héros qui affronte les monstres, le vieux sage qui conseille, le filou qui trompe. Nous ne nous imitons pas les uns les autres. Nous sommes guidés par des images éternelles qui vivent en nous. Voyez comment cela se manifeste au quotidien. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et, sans explication, vous ressentez une confiance immédiate, comme si vous le connaissiez déjà. Ce qui se passe n'a rien de magique, c'est la rencontre avec un archétype projeté. Peut-être cette personne éveille-t-elle en vous l'image d'une personne qui prend soin de vous, d'une mère, d'une protectrice. De même, certaines personnes suscitent une méfiance immédiate, même si elles ne vous ont jamais rien fait. C'est aussi une projection. Vous voyez en elle une figure archétypique qui vit en vous, peut-être celle de l'ennemi, peut-être celle du traître. Combien de conflits pourraient être évités si nous prenions conscience qu'une grande partie de ce que nous jugeons chez les autres est le reflet de ce que nous portons inconsciemment? Jung disait que les êtres humains sont gouvernés non seulement par leurs propres expériences, mais aussi par celles de l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous réagissons si intensément aux symboles, aux rituels et aux récits. Il n'est pas étonnant que les religions, les mythes et même la publicité fonctionnent si bien. Il s'adresse directement à l'inconscient collectif. Un homme politique qui se présente comme un sauveur n'a pas besoin d'être cohérent. Il lui suffit d'incarner l'archétype du héros. Une marque de vêtements ne vend pas de tissu. Elle vend un sentiment d'appartenance, invoquant l'archétype tribal. Une religion ne convainc pas par ses seuls arguments. Elle réveille l'image ancestrale du père protecteur et de la mère accueillante, du paradis perdu que nous recherchons tous. L'inconscient collectif est la scène où ces images dansent, et nous suivons la musique sans nous en rendre compte. Vous souvenez-vous peut-être d'une histoire simple qui vous a profondément touché. Ce n'était pas seulement ce récit précis, cela faisait écho à quelque chose de bien plus vaste. Les histoires de dépassement de soi nous touchent car elles résonnent avec l'archétype du héros. Les tragédies de la trahison nous bouleversent car elles réveillent l'archétype de l'ombre, celui de la trahison que nous redoutons toujours. C'est comme si chaque événement individuel était une porte d'entrée vers une énergie ancestrale. Vous pensez peut-être choisir vos passions et vos peurs, mais elles étaient déjà inscrites dans l'inconscient collectif avant même votre naissance. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant. Lorsque nous ne reconnaissons pas ces archétypes, ils prennent le dessus. C'est comme si nous étions possédés par des forces que nous ne comprenons pas. Une personne qui n'a jamais reconnu son agressivité peut être submergée par elle dans les moments critiques, se transformant en quelqu'un qu'elle jure ne pas être. Un homme qui nie sa fragilité peut vivre en projetant du mépris sur les autres, attaquant pour éviter d'être attaqué. Une femme qui n'a jamais reconnu son ombre peut la poursuivre dans des rivaux imaginaires. L'archétype non vécu ne disparaît pas. Il trouve simplement un autre moyen de se manifester. Et lorsqu'il le fait, c'est comme une compulsion, comme le destin, comme ce que nous persistons à appeler la malchance. L'inconscient collectif n'est pas l'ennemi.
Il est le réservoir de toute expérience humaine. Il est aux racines de notre spiritualité, de notre créativité et de notre intuition. Mais c'est aussi là que vivent les monstres que nous tentons d'ignorer. Jung comparait cette rencontre avec les archétypes à un contact avec les dieux anciens. Ils peuvent inspirer et guider, mais ils peuvent aussi dévorer s'ils ne sont pas respectés. Combien de personnes ont été détruites par des obsessions qui semblaient les dépasser? Combien de dirigeants se sont perdus dans l'illusion d'être des sauveurs absolus? Combien de couples ont sombré parce qu'ils attendaient de l'autre qu'il joue le rôle de mère, de père ou de héros, sans comprendre que nul ne peut seul maintenir un archétype dans son intégralité? Si vous observez attentivement votre vie, vous verrez ces schémas à l'œuvre. Quand on tombe amoureux, on ne voit pas seulement la personne réelle, on voit aussi l'image de l'amant, du protecteur ou de la muse. Lorsqu'on se dispute avec quelqu'un, on ne discute que rarement de ce qui est superficiel. Des archétypes de pouvoir, de trahison et de rivalité s'activent. C'est pourquoi les petits conflits se transforment en guerre. Car nous ne nous disputons pas seulement à propos de tâches ou de mots, nous mettons en pratique des mythes anciens. Et tant que nous n'en prenons pas conscience, nous sommes prisonniers d'un cycle sans fin. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se répètent dans votre vie, comme si elles suivaient le même scénario avec des personnages différents? Une relation qui se termine toujours de la même façon, un patron qui semble toujours le même, des amis qui suivent un schéma. C'est l'inconscient collectif qui travaille en vous, vous demandant de reconnaître l'archétype qui se répète. Tant que vous ne le ferez pas, vous continuerez à attirer les mêmes situations. C'est comme si la vie était persistante. Elle vous offre la même leçon jusqu'à ce que vous l'appreniez. Certains sont effrayés par cette idée, car elle semble impliquer que nous n'avons aucune liberté. Or, c'est tout le contraire. Reconnaître que les archétypes nous influencent est la première étape vers la liberté. Identifier le schéma nous permet de cesser d'être une marionnette. Prendre conscience de vivre l'histoire du héros nous permet de choisir notre réaction. Reconnaître que nous projetons notre ombre sur quelqu'un d'autre nous permet de nous libérer du cycle. Comprendre que nous attendons de quelqu'un d'autre qu'il joue un rôle qui n'est pas le sien nous permet de le libérer. La conscience est la clé qui ouvre la cellule du destin répétitif. Mais la prise de conscience a un prix. Elle exige le courage de se demander « Pourquoi cela m'affectait-il autant ? Pourquoi cette personne suscite-t-elle en moi colère, peur ou fascination? Qu'est-ce qui résonne en moi avec cela ?» Ces questions simples, mais difficiles, révèlent l'inconscient. Et plus on se pose de questions, plus on réalise que les réponses ne sont pas seulement personnelles. Ce sont des réponses qui relient notre vie à quelque chose de bien plus vaste. Lorsque l'on réalise que ce que l'on ressent s'inscrit dans un schéma humain, on accède à une nouvelle perspective. Il ne s'agit plus seulement de soi. C'est l'humanité tout entière qui s'exprime en soi. Imaginez-vous dans un théâtre antique où les masques servaient à représenter les rôles. Maintenant, réalisez, vous n'êtes pas seulement l'acteur, vous êtes aussi le spectateur et la scène. Des masques qui alternent dans votre vie, père, mère, ami, patron, ennemi, sont l'expression d'archétypes. Vous les avez tous été à des moments différents, et vous continuerez de les être. Le problème commence lorsque vous vous identifiez trop à un masque et oubliez qu'il n'est qu'un parmi d'autres. La personnalité est utile, mais elle ne doit jamais emprisonner. L'archétype est puissant, mais il ne doit jamais dominer complètement. La vie s'enrichit lorsque nous commençons à percevoir ses forces à l'œuvre. Vous regardez un film et êtes ému, car vous reconnaissez le héros, le sage, l'amant, l'ombre. Vous entendez une chanson et elle vous tire des larmes, car elle touche un archétype en vous. Vous marchez dans la rue et ressentez une prémonition, car votre inconscient capte des symboles qui échappent à la raison. Rien de tout cela n'est accidentel. Tout cela est une vie symbolique en mouvement. Mais ne vous y trompez pas, la même force qui élève peut aussi détruire. Lorsque les masses sont saisies par des archétypes, naissent des mouvements collectifs, parfois magnifiques, parfois dévastateurs. Un peuple entier peut s'unir autour de l'archétype du héros et accéder à la liberté. Un autre peut capituler devant l'archétype du tyran et sombrer dans la violence. L'inconscient collectif est neutre. C'est la conscience humaine qui donne la direction. Et lorsque la conscience fait défaut, les archétypes dévorent. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous été submergé par une émotion qui vous semblait supérieure? Combien de fois avez-vous agi comme en transe, réalisant ensuite que cela n'avait aucun sens? C'est l'inconscient collectif qui émerge. La question est, resterez-vous l'otage de ces forces ou apprendrez-vous à les reconnaître et à les intégrer? Jung disait que ce n'est qu'en reconnaissant que nous sommes habités par des dieux anciens que nous pouvons entamer un dialogue avec eux. Nier ne fonctionne pas. Accepter aveuglément non plus. La voix est le dialogue conscient, transformant l'archétype en symbole vivant, un pont entre l'inconscient et la raison. C'est là que beaucoup craignent. Si nous sommes mus par des forces aussi anciennes et puissantes, que reste-t-il de nous? Quel est le rôle de notre volonté, de nos choix? La réponse est claire. Tout demeure. Car la conscience est ce qui distingue ceux qui se laissent emporter par le courant de ceux qui apprennent à y nager. On ne choisit pas l'existence des archétypes, mais on peut choisir la façon dont on s'y rapporte. On peut être victime des mêmes histoires répétées, ou devenir l'auteur de son propre récit. Et voici le hic. Il ne suffit pas de reconnaître les archétypes du monde extérieur, il faut les reconnaître en soi.
L'ennemi que l'on craint, le héros que l'on admire, la mère que l'on recherche, le sage que l'on écoute, tout cela est en soi. Intégrer les archétypes et découvrir que l'on est multiple. Il n'est pas nécessaire de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà en soi. Il n'est pas nécessaire d'idolâtrer ou de diaboliser, mais d'intégrer. Tel est le véritable cheminement du héros. Non pas vaincre le dragon, mais reconnaître que le dragon fait aussi partie de soi. Quand Jung écrivait à ce sujet, beaucoup le trouvaient trop mystique, mais il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de psychologie, mais de spiritualité. L'inconscient collectif est aussi la dimension du sacré. C'est là qu'émergent vision, révélation et synchronicité qui changent les destins. Combien de fois avez-vous vécu des coïncidences si improbables qu'elles ressemblaient à des messages? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le langage de l'inconscient, le soi qui communique qu'il existe un chemin. Et si vous apprenez à écouter, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Et maintenant, la question qui doit résonner en vous. Êtes-vous prête à affronter l'archétype qui vous effraie le plus? Car si jusqu'ici nous avons parlé de la personne et de l'inconscient collectif, à l'étape suivante, vous devrez affronter la tension primordiale entre prédateur et victime, guerrier et tyran, force et fragilité. C'est là que beaucoup se perdent, car sans conscience de cette dynamique, nous finissons par tomber dans les extrêmes. Soit nous dominons sans âme, soit nous capitulons sans dignité. Et c'est le dilemme à résoudre si l'on veut avancer sur le chemin de l'individuation. La vie nous confronte à un choix silencieux et souvent cruel. Être un prédateur ou une victime. Peu importe à quel point la société tente d'édulcorer cette réalité, il suffit d'observer la nature, le marché du travail et les relations personnelles. Partout, une lutte de pouvoir s'exerce, certains prenant le dessus, d'autres se laissant emporter. Jung disait que ces pôles ne sont pas seulement des catégories externes, ce sont des dynamiques internes, des archétypes qui vivent en chacun de nous. En vous, il y a un guerrier prêt à protéger et à combattre, mais il y a aussi une victime qui aspire à être sauvée. Il y a un tyran qui veut contrôler et un martyr qui s'offre en sacrifice. Le problème commence lorsque vous vous identifiez à un seul de ces côtés, ignorant que tous deux habitent votre psyché et se disputent une place dans votre vie. Le prédateur est celui qui a appris à utiliser la force sans retenue, qui ne craint pas la conquête mais réfléchit rarement à ses conséquences. Le prédateur n'est pas seulement l'oppresseur extérieur qui détruit les communautés ou manipule les foules, il est aussi intérieur. Cette part de soi qui étouffe ses propres sentiments pour éviter de paraître faible, qui outrepasse les limites pour atteindre ses objectifs, qui consomme son énergie sans se soucier des conséquences. La victime, quant à elle, est cette part de soi qui s'habitue au silence, qui préfère céder plutôt que de s'affirmer, qui se cache en attendant que quelqu'un vienne la sauver. La victime extérieure est le collègue qui accepte l'injustice sans protester, l'ami qui se sacrifie toujours pour ensuite se plaindre en secret. Dans les deux cas, il ne s'agit pas seulement de rôles sociaux, mais de forces internes qui fluctuent comme des marées. Et chaque fois que l'on tente de nier l'une de ces facettes, elle revient avec une force accrue. L'archétype du guerrier apparaît précisément comme la possibilité d'intégrer cette polarité. Le guerrier n'est pas seulement le prédateur dans sa forme la plus disciplinée, il est l'énergie de l'action consciente, la force utilisée pour défendre l'essentiel. Mais le guerrier peut aussi dégénérer en tyran lorsqu'il oublie l'éthique et se met à n'utiliser son épée que pour nourrir son propre ego. Et la victime, une fois intégrée, peut devenir le martyr conscient, celui qui choisit de se sacrifier non par impuissance, mais par amour ou par sens. La différence entre un martyr lucide et une victime résignée réside dans la conscience. Le premier choisit, la seconde subit simplement. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous vous êtes placé en position de victime sans réaliser que vous nourrissiez en réalité un tyran en vous? Combien de fois avez-vous confondu courage et violence? Combien de fois avez-vous cru que céder était de la gentillesse, alors qu'en réalité, c'était la peur de prendre position? Dans quelle mesure avez-vous réalisé que le prédateur et la victime ne sont pas extérieurs à vous, mais intérieurs, en conflit avec chaque choix? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires, car sans elles, nous continuons de projeter sur les autres ce que nous devons affronter en nous-mêmes. Le plus grand piège réside précisément dans la projection. Vous pouvez passer votre vie à blâmer vos supérieurs, vos gouvernements, vos partenaires, vos amis, en croyant constamment qu'ils sont les prédateurs qui vous écrasent. Ou vous pouvez vivre en vous justifiant, en disant que vous avez été contraint d'agir durement, toujours parce que le monde est cruel. Mais tant que vous ne reconnaîtrez pas que ces figures extérieures sont des miroirs, vous resterez otage. Le véritable prédateur qui menace votre vie est peut-être cette part de vous qui ne peut s'arrêter, qui vous épuise jusqu'à l'épuisement. La véritable victime qui paralyse vos choix est peut-être cette part de vous qui craint d'assumer ses responsabilités, qui préfère attendre l'approbation des autres. Jung insistait, la psyché externe est le reflet de la psyché interne. Les ennemis extérieurs que nous affrontons sont des métaphores des ennemis qui habitent notre âme. Et si le véritable tyran n'était pas l'autre, mais votre propre voix intérieure, celle qui ne vous laisse jamais en paix, qui exige toujours plus, qui exige la perfection sans jamais reconnaître vos efforts? Et si la véritable victime n'était pas celle qui vous blesse, mais cette part de vous qui accepte de vivre en silence, de garder rancune et de feindre la soumission? Dans ce cas, qui combattre? Et qui sauver? C'est là que la vision de Jung devient révolutionnaire.
Il ne nous demandait pas de choisir entre être prédateur ou victime, mais d'intégrer ces deux pôles dans une troisième voie, plus vaste. L'individuation exige de devenir un guerrier conscient, assez fort pour imposer des limites, mais assez lucide pour ne pas sombrer dans la tyrannie. Et, en même temps, elle exige de reconnaître sa vulnérabilité, d'accepter que parfois on sera fragile, qu'on aura besoin d'aide, qu'on ne soit pas autosuffisant. Cette acceptation de la vulnérabilité est précisément ce qui différencie le martyr conscient de la victime aveugle. C'est reconnaître que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'elle peut être transformée en sang. Mais qui est prêt à emprunter cette voie? Il est bien plus facile de rester dans un extrême. Le tyran n'a pas besoin de réfléchir, il lui suffit d'imposer. La victime n'a pas besoin de décider, il lui suffit de céder. Le guerrier conscient, quant à lui, doit être attentif à chacun de ses mouvements, réfléchir, maintenir la tension entre les contraires. Il n'y a pas de répit sur ce chemin. C'est pourquoi peu prennent le risque. Mais c'est aussi pourquoi ceux qui s'y engagent deviennent différents, gagnent en présence et deviennent capables d'inspirer confiance et respect. Vous arrive-t-il d'osciller entre les extrêmes dans votre vie? Parfois en vous affirmant avec agressivité, parfois en restant silencieux et lâche? Combien de fois avez-vous regretté d'avoir été trop dur? Et combien de fois avez-vous regretté de ne pas vous être affirmé? Ces souvenirs sont les traces de cette oscillation entre prédateur et victime, qui ne se résout qu'avec l'éveil du guerrier. L'histoire humaine regorge d'exemples de la façon dont cette oscillation façonne les destins. Des peuples entiers ont été massacrés parce qu'ils sont restés victimes, attendant un sauveur. D'autres ont temporairement dominé le monde parce qu'ils incarnaient le tyran, mais ont succombé à leurs propres excès. Seuls de rares dirigeants ont su équilibrer courage et compassion, force et vulnérabilité. On se souvient d'eux comme de guerriers spirituels, et pas seulement comme de conquérants. Le même phénomène se produit dans notre vie quotidienne, quoiqu'à une échelle plus réduite. Des familles sont détruites par des tyrans qui confondent autorité et imposition. Des entreprises s'effondrent parce que leurs dirigeants se comportent en prédateurs, épuisant leurs employés. Les relations deviennent des prisons, car l'un assume le rôle de victime et l'autre celui de contrôleur. Et si, au lieu de répéter ces schémas, vous commenciez à reconnaître quand le tyran en vous est sur le point d'émerger? Et si vous sentiez quand la victime en vous est sur le point de capituler? Quel changement cela ferait-il dans vos relations si vous pouviez nommer ces forces avant qu'elles ne dominent vos actions? Cette prise de conscience ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle exige vigilance, humilité et capacité à rire de soi-même. Elle exige aussi le courage de rêver, car c'est dans les rêves que ces archétypes apparaissent clairement. Combien de fois avez-vous rêvé d'être poursuivi? Combien de fois avez-vous rêvé de ne plus pouvoir parler, d'être paralysé? Ces rêves ne sont pas de simples métaphores. Ils révèlent le dialogue entre le prédateur et la victime qui sommeille en vous. Le harceleur est votre ombre, le côté que vous évitez. La paralysie est la voix de la victime qui a peur de s'exprimer. Observer les rêves est un moyen de dialoguer avec ses caractères intérieurs. Vous souvenez-vous du dernier rêve qui vous a perturbé? Avez-vous essayé de l'interpréter non pas comme une énigme lointaine, mais comme un reflet de votre psyché? Peut-être que le monstre n'était pas seulement un monstre, mais la représentation d'un désir refoulé. Peut-être que la fuite n'était pas seulement de la peur, mais un avertissement que vous refusiez d'affronter ce que vous devez affronter. C'est dans ce dialogue intérieur que prend forme le processus d'individuation. Identifier le prédateur permet de l'apprivoiser. Identifier la victime permet de la renforcer. Intégrer les deux donne naissance au guerrier. Mais attention, le guerrier n'est pas un romantique, ni un héros idéalisé qui résout tout. Il est humain, commet des erreurs, ressent la peur, mais choisit d'agir consciemment. Le guerrier sait que son épée peut blesser, mais aussi protéger. Il l'utilise donc de manière responsable. C'est la différence entre la force brute et la force consciente. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez utilisé votre force pour protéger plutôt que pour nuire? Combien de fois avez-vous réduit votre voix au silence par peur, pour réaliser plus tard que cela vous a coûté cher? Combien de fois avez-vous confondu soumission et amour, tyrannie et respect? Ces questions vous rapprochent de l'éveil du guerrier. Le plus grand suspense est le suivant. Rien ne garantit que vous ne retomberez jamais dans les extrêmes. Même les personnes les plus consciencieuses oscillent. L'important n'est pas d'éviter l'oscillation, mais d'apprendre à la reconnaître rapidement et à revenir au centre. C'est comme marcher sur une corde raide. On oscille d'un côté, puis de l'autre, mais avec la pratique, on apprend à garder l'équilibre. Cette corde est votre vie, et l'abîme de chaque côté est l'ombre du prédateur et de la victime. Au fond, nous savons tous ce que signifie être dévoré par ces archétypes. La victime se sent impuissante, amère et pleine de ressentiment. Le prédateur se sent vide, paranoïaque, craignant constamment de perdre ses acquis. Le guerrier, quant à lui, ne recherche ni la perfection ni l'invulnérabilité. Il cherche un sens. Il sait que la vie est risquée, mais il préfère prendre des risques conscients plutôt que de vivre insensible aux extrêmes. Et maintenant, je vous le demande, quel rôle avez-vous le plus joué? Celui de la victime qui se tait et souffre en silence? Celui du prédateur qui triomphe aux dépens des âmes des autres?
Ou avez-vous commencé à éveiller le guerrier qui allie force et vulnérabilité? La réponse n'est pas seulement intellectuelle. Elle est inscrite dans vos choix, vos relations, vos échecs et vos victoires. Quand Jung disait « qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille », il faisait référence à ce mouvement. Nous rêvons de héros, de monstres et de sauveurs. Mais en regardant à l'intérieur, nous réalisons qu'ils sont tous déjà en nous. Éveiller, c'est reconnaître que nous n'avons plus besoin de projeter ces rôles. Nous pouvons les intégrer. Et cela change tout. Maintenant que vous commencez à entrevoir cette intégration, une question inévitable se pose. Si nous sommes guidés par des archétypes aussi puissants, comment pouvons-nous contrôler le regard du monde sur nous? Comment équilibrer notre force intérieure avec l'image que nous projetons à l'extérieur? Car affronter notre ombre intérieure ne suffit pas. Il faut aussi aborder la scène sociale, notre réputation et la personnalité que nous présentons au monde. C'est à ce stade que nous entrons dans l'étape suivante, où nous verrons comment l'interaction des masques et de l'image peut emprisonner ou libérer. Dès l'instant où nous ouvrons les yeux au monde, nous sommes observés. Le regard de notre mère, de notre père, de notre famille, de notre école, de nos amis. Chaque regard est un miroir qui nous révèle non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous devrions être. Et c'est sous ce poids que nous commençons à façonner notre premier masque. L'enfant qui pleure et n'est pas écouté apprend à sourire pour recevoir de l'affection. L'adolescent qui exprime ses idées et est ridiculisé apprend à se taire pour éviter la douleur. L'adulte qui ose se montrer vulnérable dans un environnement compétitif apprend à revêtir l'armure de l'efficacité. Jung appelait ce masque la persona. Et ce n'est pas une erreur, mais une nécessité. Sans persona, il n'y a pas de coexistence, pas de rôle social, pas de façon de naviguer dans un monde qui exige des règles. Le problème survient lorsque nous commençons à nous prendre pour le masque, lorsque nous oublions qu'il n'est qu'une ressource, un déguisement fonctionnel. La réputation n'est du même terrain, mais prend des proportions encore plus dangereuses. Si votre personnage est le masque que vous portez, votre réputation est l'image que ce masque projette aux autres. C'est la statue construite à partir de ce que vous avez affiché à maintes reprises jusqu'à devenir votre marque de fabrique. Et c'est là que réside le piège. Vous pouvez vous cacher derrière votre personnage, mais votre réputation prend vie d'elle-même. Une fois créée, elle existe comme une entité indépendante. On parlera de vous sans même vous avoir jamais rencontré. On répétera des histoires, on créera des versions, on répandra des impressions qui ne pourront plus être totalement contrôlées. Votre réputation est comme une ombre portée sur la place publique. Elle peut vous protéger, elle peut vous détruire, mais elle n'est jamais entièrement entre vos mains. Prenons l'exemple de personnages historiques devenus des légendes vivantes. Alexandre le Grand répandait des rumeurs selon lesquelles il descendait des dieux, faisant trembler ses ennemis avant même le combat. Steve Jobs était surnommé le créateur d'un « champ de distorsion de la réalité », car sa réputation de génie visionnaire incitait investisseurs, employés et clients à croire en lui-même lorsque ses idées semblaient absurdes. Ces hommes comprenaient que la réputation est plus puissante que les arguments. L'aura qu'ils ont créée agissait comme une armure symbolique. Mais songez aussi à tous ceux qui ont été anéantis par leur réputation ternie. Un seul scandale peut ruiner des carrières de plusieurs décennies. Un mensonge répété 1000 fois est plus fort que la vérité. La réputation, comme le feu, illumine et réchauffe, mais elle brûle et dévore aussi. Et là, une contradiction fascinante surgit. La société exige de nous de l'authenticité tout en ne valorisant que des images soigneusement construites. On vous encourage à être vous-même. Mais si ce « vous » ne correspond pas aux standards acceptés, vous êtes rapidement rejeté. C'est pourquoi tant de personnes sont perdues entre deux forces, le désir de se montrer et la peur de ne pas être accepté. C'est dans cet écart que la personnalité se solidifie, non pas comme un choix conscient, mais comme un réflexe de survie. L'étudiant qui réalise que ses pairs applaudissent le courage apprend à jouer les intrépides. L'employé qui réalise que son supérieur valorise la soumission apprend à feindre l'obéissance. Chacun façonne progressivement son masque pour l'adapter à son environnement. Mais qui a laissé derrière tout cela? Combien de fois vous êtes-vous demandé si les gens vous aimaient pour ce que vous êtes vraiment, ou simplement pour l'image que vous projetez? Combien de fois vous êtes-vous surpris à reproduire une version de vous-même que vous saviez fausse, juste pour rester accepté? Et combien de temps pouvez-vous maintenir cet acte sans que quelque chose en vous ne se brise? Jung disait que la personnalité est nécessaire, mais qu'elle doit être flexible, comme un vêtement que l'on peut enfiler et retirer. Croire n'être que ce vêtement, c'est devenir prisonnier. Imaginez un acteur qui passe tellement de temps sur scène qu'il oublie qu'il est en dehors. Cet acteur finit par se perdre, confondant applaudissements et amour, critique et identité. Nombre d'entre nous le font quotidiennement. Nous confondons notre performance sociale avec notre valeur intrinsèque. Nous recherchons les « j'aime » sur les réseaux sociaux comme s'ils étaient des signes d'existence. Nous cultivons une personnalité en ligne tandis que, hors écran, nous ressentons un vide grandissant. Il y a un fait curieux sur les réseaux sociaux. Des études montrent que les profils qui paraissent trop authentiques, partageant tout sans filtre, ont tendance à susciter la méfiance. Les gens disent vouloir la vérité, mais se sentent mal à l'aise lorsqu'elle apparaît crue. Cela révèle un paradoxe humain.
nous ne voulons pas le réel, nous voulons une version retouchée du réel. Pourtant, ceux qui s'exposent trop finissent par être affaiblis, car la réputation ne se construit pas sur la somme des vérités, mais sur la somme des perceptions. C'est là que la psychologie analytique apporte une révélation troublante. La réputation n'est pas seulement ce que les autres pensent de vous, c'est aussi ce que votre inconscient collectif projette vers l'extérieur. C'est votre personnalité consolidée dans le champ symbolique de la communauté. Avez-vous déjà remarqué que certains environnements semblent exiger des masques spécifiques? Lors d'une réunion d'affaires, celui de la confiance inébranlable. Lors d'une réunion sociale, celui de la convivialité. Dans les relations intimes, celui de la compréhension. Et lorsqu'un de ces masques tombe, nous ressentons de la honte, de la peur et de l'anxiété. Ce n'est pas seulement parce que nous avons été découverts, c'est parce que nous croyons que sans le masque, nous ne serons pas acceptés. Mais Jung dirait que la vraie honte n'est pas d'être vu, mais de ne jamais oser montrer ce qui se cache derrière le masque. Et si votre réputation était une prison dorée? Et si l'image que le monde se fait de vous était précisément ce qui vous empêchait d'approcher votre essence? Pensez aux artistes absorbés par leur propre personnalité, aux dirigeants perdus dans le mythe qu'ils ont créé, aux gens ordinaires qui se sentent étouffés par les attentes des autres. Combien d'entre nous continuent à vivre des rôles qui n'ont plus de sens, simplement parce que notre réputation nous empêche de changer? La question qui se pose est inévitable. Que se passerait-il si vous laissiez tomber le masque? Perdriez-vous tout? Ou découvririez-vous enfin ce que vous n'avez jamais pu découvrir derrière votre personnage? La clé que Jung propose réside dans le soi. Tandis que l'ego fusionne avec la personne et que la réputation devient l'axe de l'existence, le soi demeure le centre régulateur, la totalité qui transcende les masques et les images. Le soi est ce que vous êtes avant tout rôle, avant tout regard. Il est le noyau qui contient à la fois la lumière et l'ombre, la force et la fragilité. Entrer en contact avec le soi, c'est se rappeler que vous n'êtes pas la statue sur la place, mais le sculpteur silencieux qui continue d'avancer. C'est comprendre que la réputation peut être utile, mais ne doit jamais définir votre vie. Et voici un détail surprenant. La plupart des gens ne font jamais pleinement l'expérience du soi. Ils vivent identifiés à des masques, attirant les applaudissements et évitant le rejet. Mais dans les moments de crise, lorsque les réputations s'effondrent ou que les personnalités s'effondrent, le soi émerge. C'est pourquoi les maladies graves, les pertes ou les échecs majeurs deviennent souvent des catalyseurs de transformation. Lorsque tout ce que vous pensiez être vole en éclats, il ne reste que votre essence. C'est le soi qui émerge comme une flamme silencieuse au milieu du chaos. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez perdu tout ce qui sonnait votre image? Avez-vous déjà eu l'impression qu'il ne restait plus rien à montrer, seulement le vide de vous-même? Si oui, sachez qu'il s'agissait peut-être d'une rencontre avec le soi. Elle survient rarement dans les moments de confort. Elle émerge généralement lorsque le masque ne vous convient plus, lorsque votre réputation se révèle fragile, lorsque la vie vous demande d'aller plus loin. La réputation est donc une monnaie d'échange dangereuse. Avec elle, on peut acheter le respect, l'attention et même le pouvoir. Mais si l'on ne compte que sur elle, on sera toujours soumis au regard des autres. Aujourd'hui on est admiré, demain on est oublié. Aujourd'hui on est exalté, demain on est rejeté. Le soi, en revanche, est la seule source de véritable stabilité, car il ne dépend pas de l'approbation extérieure. Ceux qui s'ancrent dans le soi peuvent utiliser leur personnage comme un outil, cultiver leur réputation comme une ressource, mais ne deviennent jamais leur esclave. Cependant, il ne suffit pas de reconnaître le soi intellectuellement. Il faut le vivre. Et le vivre, c'est accepter que sa réputation puisse s'effondrer, que son masque puisse se fissurer, que son image puisse être remise en question. C'est avoir le courage de ne pas se laisser troubler par tout cela. C'est risquer d'être vu dans sa globalité, sachant que certains s'en détourneront, mais que d'autres s'approcheront avec authenticité. Imaginez maintenant, si votre réputation était détruite demain, qui resterait-il? Survivriez-vous sans masque? Auriez-vous la force de vous reconstruire de l'intérieur? Ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre rapidement, mais il faut les poser, car un jour la vie les posera pour vous. Et c'est précisément à ce moment-là que le récit prend un tournant inévitable. Comprendre le personnage, ni percevoir le piège de la réputation, ne suffit plus. L'étape suivante est plus profonde. Se préparer à la confrontation constante, au champ de bataille invisible où votre psyché est mise à l'épreuve chaque jour. Car le conflit est inévitable, il fait partie de l'existence. La question est, serez-vous prêt lorsqu'il surviendra? On n'échappe pas à la guerre. Elle n'est peut-être pas gravée sur des drapeaux ou des coups de feu, mais elle palpite à chaque instant de la vie. C'est la guerre silencieuse entre ce que l'on désire et ce que l'on craint, entre qui l'on est et qui l'on espère être, entre la force qui nous habite et les pièges qui nous entourent. Jung disait que le conflit n'est pas un accident de l'existence, mais son fondement même. Sans tension, pas de croissance. Sans opposition, pas de transformation. Pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à fuir le conflit, comme si l'ignorer suffisait à le conjurer. Mais plus nous feignons de ne pas le voir, plus il s'accumule au plus profond de notre âme, jusqu'à exploser avec une force dévastatrice. C'est pourquoi la préparation est si importante. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de lucidité.
Ceux qui attendent l'apparition de l'ennemi pour aiguiser leur épée ont déjà perdu la bataille. Ceux qui décident de ne prendre soin de leur santé que lorsque leur corps s'effondre sont déjà en retard. Ceux qui ne commencent à économiser qu'en cas de crise sont déjà acculés. Il en va de même pour le psychisme. Ceux qui ne se tournent vers l'intérieur que lorsque la vie s'effondre courent le risque de manquer de force pour soutenir leur propre transformation. Jung parlait de la nécessité de cultiver quotidiennement la fonction transcendante, cet espace où les contraires peuvent dialoguer au lieu de se détruire. C'est dans cet espace que naît la véritable préparation, non pas comme la peur de ce qui adviendra, mais comme la sérénité face à l'inévitable. En pratique, cela signifie s'entraîner en silence. Tandis que le monde est distrait par le bruit, vous devenez plus fort. Tandis que d'autres cherchent des raccourcis faciles, vous construisez des fondations solides. Vous êtes le guerrier qui aiguise sa lame chaque matin, même lorsque l'horizon semble calme. Vous êtes l'étudiant qui continue d'apprendre quand personne ne prête attention. Vous êtes l'homme ou la femme qui s'exerce, économise, écrit, médite et cultive des relations sincères, sans attendre l'urgence. Cette préparation invisible est ce qui distingue ceux qui chutent au premier choc de ceux qui restent inébranlables lorsque la tempête arrive. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent. La préparation n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. À quoi sert un corps fort si l'esprit est fragile? À quoi sert une richesse accumulée si l'âme est vide? À quoi sert de connaître des stratégies si le cœur est encore esclave de ses pulsions? La véritable préparation exige de regarder dans l'ombre, de reconnaître les archétypes et de dialoguer avec l'inconscient. Il s'agit non seulement d'anticiper les pièges extérieurs, mais aussi d'identifier les pièges intérieurs. Le lion peut être fort, mais il tombe dans les pièges parce qu'il ne les voit pas. Le renard peut être rusé, mais il est dévoré par les loups par manque de force. L'union de ces deux pôles est ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à maintenir les contraires en tension jusqu'à ce qu'une troisième voie émerge. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre vie est jalonnée de choix où les extrêmes semblent être les seules options? Être rigide ou flexible, être fort ou vulnérable, être rationnel ou émotif. La fonction transcendante semble précisément briser ce dilemme, montrant que l'on peut être les deux si l'on sait les intégrer. On peut être ferme sans être tyrannique, sensible sans être fragile, rationnel sans nier ses émotions, émotif sans perdre sa lucidité. C'est la préparation la plus profonde. Ne pas choisir un camp contre l'autre, mais apprendre à vivre dans la tension entre les deux. Combien de fois êtes-vous tombé dans des pièges précisément parce que vous ignoriez qu'il pouvait y avoir une troisième issue? Combien de fois vous êtes-vous fait du mal en pensant être simplement un lion ou un renard? Combien de temps vous laisserez-vous encore berner par l'illusion que la vie est toujours un jeu du tout ou rien, alors qu'en réalité, elle est faite des deux? La tension monte quand on comprend que la préparation ne garantit pas l'absence de combat, mais seulement une meilleure capacité à les surmonter. Peu importe votre préparation, il y aura des pertes, il y aura des trahisons, il y aura des moments de douleur. Ce qui change, c'est la façon dont vous abordez tout cela. Ceux qui ne se préparent pas sont engloutis, ceux qui le font sont transformés. C'est toute la différence entre ceux qui deviennent amers et ceux qui acquièrent de la sagesse. La douleur est inévitable, mais le destin qu'elle crée dépend du degré de conscience avec lequel vous l'affrontez. Voici une révélation que beaucoup refusent d'entendre. Le conflit le plus dangereux n'est pas celui avec les autres, mais avec soi-même. Les guerres extérieures ne sont que le reflet de guerres intérieures. L'ennemi que vous craignez à l'extérieur n'est peut-être qu'une projection de l'ennemi que vous refusez d'affronter en vous. C'est pourquoi la préparation ne se limite pas à l'apprentissage de techniques, mais consiste à cultiver la présence. Il est essentiel d'être entier face aux défis, car la moitié de vous-même face au monde ne suffira pas. Et si le véritable combat de votre vie n'était pas contre vos concurrents, les crises ou les ennemis, mais contre votre propre tendance à vous saboter? Et si le plus grand prédateur n'était pas extérieur, mais dans votre subconscient, attendant une ouverture pour prendre le contrôle? Comment gagner une guerre sans même savoir où elle se déroule? La vie semble souvent conspirer contre nous, mais en réalité, nous n'étions pas préparés. Une parole mal prononcée crée une rupture irréparable, car nous n'avons jamais pratiqué l'art d'écouter avant de réagir. Une perte financière détruit tout, car nous n'avons jamais appris à vivre avec discipline. Un rejet sentimental nous anéantit, car nous n'avons jamais cultivé notre valeur intérieure. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de préparation. Le monde est cruel envers ceux qui ne se renforcent pas intérieurement. Et que signifie réellement être prêt? C'est agir comme si chaque détail était un entraînement. C'est ne pas attendre les applaudissements pour développer ses compétences. C'est profiter de chaque petit conflit pour apprendre avant le grand. Le soldat qui s'entraîne en terrain découvert ne craint pas les embuscades. Celui qui apprend à dire non dans des situations simples ne se laissera pas manipuler dans les moments décisifs. L'être humain qui apprend à être seul ne sera pas dominé par la peur du rejet. Chaque geste d'aujourd'hui renforce votre préparation pour demain. Pouvez-vous identifier vos points faibles? Pouvez-vous admettre que, dans certains domaines, vous agissez encore comme un renard sans force ou un lion sans ruse? Que se passerait-il si l'ennemi surgissait maintenant, dans votre vie, à votre point le plus vulnérable? C'est à ce moment-là que le récit atteint son paroxysme de tension.
Car chacun, sans exception, devra affronter une bataille incontournable. La vie nous confronte tous à des situations sans issue. Une maladie inattendue, une perte irréparable, une erreur publique. Peu importe à quel point on veut l'éviter, un jour le champ de bataille s'ouvrira. Et ce jour-là, tout ce que vous avez fait ou non sera révélé. Plus d'excuses, plus de temps pour l'improvisation. Seul subsistera ce que vous avez cultivé en silence. Cette préparation invisible est ce qui confère leur aura à ceux qui semblent intouchables. Ce n'est pas qu'ils sont intrépides, c'est qu'ils ont appris à la vivre. Ce n'est pas qu'ils ne souffrent jamais, c'est qu'ils ont déjà transformé la souffrance en arme. Ce n'est pas qu'ils ne tombent jamais, c'est qu'ils ont appris à se relever rapidement. La préparation est une présence perceptible. C'est pourquoi ces individus ont rarement besoin de se battre. L'énergie même qu'ils dégagent dissuade les prédateurs. L'ennemi choisit des cibles plus faciles, car il sent qu'il n'y trouvera pas d'ouverture. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait posséder une force tranquille, même sans élever la voix? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette autorité qui n'a pas besoin d'être proclamée? C'est la force de la préparation, l'énergie de celui qui a uni le renard et le lion, de celui qui porte dans son regard la certitude de pouvoir affronter tout ce qui se présente. Mais le plus grand secret, c'est que la préparation est sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Chaque nouveau cycle apporte de nouveaux défis, chaque nouvelle victoire ouvre la voie à une nouvelle bataille. Si vous croyez être prêt à tout, vous vous trompez déjà. Être prêt ne signifie pas avoir réponse à tous les scénarios, mais être prêt à continuer d'apprendre, même dans l'incertitude. Un vrai guerrier ne range jamais son épée, il apprend simplement à la porter avec plus de légèreté. Et maintenant, face à cet horizon, la question finale de cette section se pose. Êtes-vous prêt à faire en silence, hors de vue, pour vous préparer à l'inévitable? Que pratiquerez-vous aujourd'hui pour vous soutenir demain? Quelle part de votre vie laissez-vous encore au hasard, en espérant que la chance résoudra le problème? Les réponses à ces questions détermineront non seulement votre capacité à traverser le présent, mais aussi votre survie à l'avenir. Car la guerre, tôt ou tard, éclate. Et lorsqu'elle survient, seuls ceux qui se préparent auront une chance d'en sortir indemnes. Et c'est précisément à ce seuil que s'ouvre la porte finale. Car même avec force, ruse et préparation, la vie nous réserve encore sa plus cruelle révélation. La vérité est que la notion même d'honnêteté, de loyauté et de moralité n'est peut-être qu'un masque de plus. Le monde n'est pas régi par de simples récits. L'étape finale nous demandera d'examiner le fil éthique qui sont nos choix, la frontière ténue entre vérité et tromperie, entre pouvoir et âme. Et c'est ce qui nous attend au bout. Nous avons atteint un point où il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous avez exploré les strates de la personnalité, affronté l'ombre, identifié les archétypes qui façonnent vos choix, perçu la force et la fragilité du prédateur et de la victime, réfléchi au poids de la réputation et à la nécessité de se préparer. Maintenant, seul le silence de la question finale demeure. Que faire de tout cela? Car la connaissance sans application n'est qu'une forme d'évasion, et non une transformation. Jung disait que le plus grand risque de la psychologie était de devenir un discours intellectuel, alors qu'elle devrait être une pratique de vie. L'inconscient ne se contente pas de concepts, il exige de l'expérience, il exige le courage de mettre en pratique ce qu'il a découvert. La première étape pour appliquer ces concepts est simple, mais profondément exigeante, se regarder avec une honnêteté radicale. Non pas le genre d'honnêteté qui sert à justifier ses erreurs ou à se blâmer sans cesse, mais celui qui éclaire les ténèbres et révèle ce qu'il faut affronter. Demandez-vous, chaque jour, en silence, quel masque est-ce que je porte en ce moment? Quelle ombre est-ce que j'évite? Dans quel archétype suis-je piégé? Cette pratique quotidienne ne nécessite pas des heures de réflexion, mais elle exige de la constance. Quelques minutes d'attention véritable suffisent pour comprendre qu'une grande partie de nos actions relève d'une réaction automatique. Et c'est précisément dans cet instant de prise de conscience que naît la liberté. La deuxième application pratique est la pratique du dialogue avec l'ombre. Inutile de chercher à la bannir ou à faire comme si elle n'existait pas. Elle sera toujours là. Mais il est possible de créer des espaces symboliques pour qu'elle se manifeste en toute sécurité. Écrivez vos pulsions les plus secrètes sans censure, juste pour vous écouter. Dessinez vos peurs. Nommez les émotions qui vous hantent. Jung croyait au pouvoir de l'imagination active, ce processus par lequel on s'autorise à dialoguer avec les figures de l'inconscient, non pas comme des fantasmes creux, mais comme des parties vivantes de notre psyché. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais plus on donne voix à l'ombre, moins elle a besoin de crier sous forme de symptômes ou de crises. La troisième étape consiste à apprendre à reconnaître les archétypes à l'œuvre dans votre vie. Lorsque vous ressentez de la colère, demandez-vous, suis-je guidé par le guerrier ou le tyran? Lorsque vous ressentez de la peur, demandez-vous, suis-je une victime ou un martyr? Lorsque vous aspirez au pouvoir, demandez-vous, suis-je l'incarnation du roi juste ou du prédateur inconscient? Ces questions n'annulent pas l'émotion, mais elles contribuent à lui donner forme. Et lorsqu'une émotion prend une forme symbolique, elle peut être transformée. C'est le pouvoir de la conscience, convertir des forces aveugles en énergie créatrice. La quatrième étape consiste à apprendre à utiliser la personnalité et la réputation comme des outils, et non comme des prisons. Il ne s'agit pas d'abandonner les masques, mais de les utiliser consciemment.
Vous pouvez porter le masque de la confiance en soi lors d'une réunion sans vous laisser troubler. Vous pouvez porter le masque de la légèreté lors d'une réunion sociale sans vous y réduire. L'erreur consiste à croire que ces masques définissent votre valeur. La vraie valeur naît du soi, du noyau qui continue d'exister lorsque tous les masques tombent. Pratiquer cette distinction exige des rappels constants. En fin de compte, demandez-vous, quel rôle ai-je joué aujourd'hui? Et qui suis-je lorsque je ne joue aucun rôle? Cette simple pratique suffit à vous rappeler que vous êtes bien plus que l'image que le monde se fait de vous. La 5e étape est la préparation. N'attendez pas le chaos pour commencer l'entraînement. N'attendez pas une crise pour cultiver la discipline. La préparation naît du quotidien. C'est dans le silence des petits choix que vous vous renforcez pour les grandes batailles. Exercez votre esprit par des lectures stimulantes. Exercez votre corps régulièrement. Exercez votre esprit par le silence, la prière ou la méditation, selon votre foi. Exercez votre âme en écrivant, en créant et en vous engageant dans vos rêves. Chaque geste est une façon d'aiguiser votre épée avant le début de la guerre. La 6e étape consiste à comprendre que la vie est un conflit constant, impossible à éliminer. Mais vous pouvez choisir comment aborder chaque bataille. Vous pouvez y entrer en victime, vous plaignant et attendant le salut. Vous pouvez y entrer en prédateur, cherchant à tout dominer par la force. Ou vous pouvez y entrer en guerrier conscient, prêt à agir avec fermeté et compassion à la fois. Le guerrier conscient ne cherche pas à éviter le conflit, mais à le gérer pour se transformer et transformer ceux qui l'entourent. Ce choix est toujours entre vos mains, à chaque instant. Enfin, la 7e étape consiste à se rappeler que tout cela n'a de sens que s'il est mis en pratique dans votre vie réelle, dans vos relations, dans vos choix concrets. Il ne s'agit pas de devenir un idéal inaccessible, mais de progresser par petites étapes, mais de manière cohérente. Reconnaître l'ombre dans une dispute. Choisir de porter consciemment un masque dans une situation difficile. Faire preuve de patience face à la colère. Créer un espace de silence au milieu du bruit. Chaque petite décision est un acte d'individuation, un pas en avant vers la personne que vous êtes vraiment. Avez-vous déjà remarqué que la vie offre toujours des occasions de s'entraîner? La file d'attente, un patron trop exigeant, un ami décevant, un membre de la famille taquin, une perte inattendue. Tout cela peut être interprété comme de la malchance ou de l'injustice, mais c'est aussi un terrain d'entraînement pour l'âme. Chaque situation difficile est une occasion de mettre en pratique les concepts appris ici. La vie n'exige pas la perfection, mais elle exige la volonté d'apprendre. Et si la plus grande transformation que vous puissiez opérer dès maintenant ne consistait pas à tout changer d'un coup, mais à commencer petit, et s'il suffisait d'admettre une peur aujourd'hui, de s'imposer une limite demain et d'accepter une projection après-demain? Le processus d'individuation n'est pas une course, c'est un voyage. Et chaque pas compte. Imaginez maintenant votre vie dans quelques années si vous décidez d'appliquer sérieusement cette méthode. Imaginez-vous plus conscient de vos masques, plus maître de vos choix, plus épanoui dans vos relations. Imaginez vivre sans craindre de perdre votre réputation, car vous savez déjà que votre valeur n'en dépend pas. Imaginez-vous ne pas fuir l'ombre, mais dialoguer avec elle. Imaginez-vous regarder en arrière et réaliser que les combats qui vous ont détruit ne sont plus que des marqueurs de votre force. Ce n'est pas un fantasme lointain. C'est le résultat naturel de ceux qui pratiquent la connaissance de soi au quotidien avec courage et constance. Et là, à cet instant, je vous laisse avec une dernière pensée. Vous en avez vu assez pour savoir que vous ne pouvez plus revenir à votre vie d'avant. Une fois vos yeux ouverts à l'ombre, aux archétypes, à l'inconscient collectif, il est impossible de les refermer. La question n'est plus de savoir si vous savez, car désormais vous le savez. La question est, que ferez-vous de ce savoir? L'enterrerez-vous et ferez-vous comme si vous ne l'aviez jamais entendu? Ou le transformerez-vous en pratique, en chemin, en une nouvelle façon d'être? Le choix est entre vos mains, et chaque décision que vous prendrez désormais sera différente, car elle aura ce poids. Mais elle aura aussi ce pouvoir. Jung disait que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous éveiller. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, si elle a suscité de nouvelles questions ou apporté des réponses inattendues, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Votre message peut être bref, voire anonyme. L'important est de franchir ce pas vers l'expression. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car nous poursuivrons ce voyage ensemble, en explorant toujours plus profondément l'inconscient, les archétypes et le processus d'individuation. Le voyage ne s'arrête pas là. Aujourd'hui pourrait bien être le début d'une transformation qui changera à jamais votre perception de vous-même et du monde.